Et Francis Maratuèche, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est complètement oublié. Si vous avez la chance de tomber sur ses œuvres, ben, là aussi, ça fait partie des gens intéressants. Il a écrit en particulier un roman qui s'appelle Les Cadourques, en français, mais Francis Maratuèche est un fait libre. C'est quelqu'un qui, même s'il n'écrit pas en occitan, se place dans la ligne et dans l'héritage de Frédéric Mistral. Il va lancer une revue nationale qui s'appelle Le Feu Follet, à laquelle vont collaborer dans les premiers numéros Mistral et également les grands faits libres. Et surtout, il va ouvrir la porte aux talents littéraires qui viennent le voir. Donc Paul Froment, un autre qui va écrire en français, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais pareil, si vous croisez les livres sur les stands d'à côté, ben, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ses ouvrages. Gustave Guiche, qui lui aussi écrit en français. Il va lancer également en littérature Ernest Lafont, qui lui écrivait en français et en occitan, qui était instituteur qui était instituteur à Albas, qui écrit une série de romans en français, mais également quelques poésies en occitan. Donc pour en revenir à Paul Froment, quelqu'un de brillant qui est obligé de quitter le Lot pour aller se louer comme ouvrier agricole. Et là, il est en contact avec Francis Maratuèche et un groupe de faits libres de Villeneuve-sur-Lot. Et il va collaborer à une petite revue qui s'appelle Loukalel. Loukalel, en français, c'est la petite lampe à huile qui servait à éclairer autrefois les maisons. Et l'écriture en Languedoc va être pour lui, j'allais dire, un défouloir à sa vie qui est relativement triste. Parce que Paul Froment bénéficie pas d'un physique avantageux. Il est tout petit, il est tout magrustel, et comme les enfants, comme les jeunes hommes de son âge, il est appelé à faire son service militaire et il est ajourné. Il n'est pas assez vigoureux, jugé dans un premier temps assez vigoureux pour faire son service militaire, il est ajourné. Il est rappelé l'an d'après, et là, pas de chance pour lui, il est pris, et au lieu d'être envoyé à la caserne Bessières à Cahors, puisque depuis 1874-1875, on a une caserne à Cahors, pas de chance pour lui, il est envoyé dans l'infanterie à Lyon. Donc Floressas, Lyon, ça pique un petit peu. Et pas de chance pour lui, il a une vie sentimentale qui est aussi triste, parce qu'il est tombé amoureux forcément quand on est très laid. Souvent on tombe amoureux de gens qui sont très beaux. Et il va tomber amoureux de Maria Maillet, une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, et qui va un petit peu se moquer de lui. Mes élèves diraient qu'il s'est pris un râteau, le pauvre. Et donc il est très malheureux, il est loin, isolé. À Lyon, il va rentrer en contact avec des faits libres lyonnais, Paul Marieton, et des gens qui sont proches de Frédéric Mistral, qui vont l'encourager à écrire. Mais malgré ça, il va finir malheureusement par se suicider, et on retrouvera son corps, on repêchera son corps dans le Rhône en 1898. Alors Mistral et ses amis faits libres vont essayer, de faire... dans une société très catholique, se suicider, c'est compliqué. Donc on va essayer de faire croire à un attentat anarchiste, mais évidemment, la thèse ne tient pas 2 secondes. Et Paul Froment, le corps va être rapatrié, va être enterré en dehors du cimetière à Floressas. Il va nous laisser 2 recueils de poésie, A través regos et Flux de Primo, qui sont les fleurons de la littérature occitane et du département. Donc ça, c'est pour cette génération-là. À Cahors, on a un autre personnage qui est aussi très très intéressant, qui est aujourd'hui complètement oublié, et à tort, parce qu'il est lui aussi, c'est passionnant à lire ce qu'il écrivait, qui s'appelle Jean-Baptiste Rouquet. Jean-Baptiste Rouquet n'est pas cadurcien de naissance, il est toulousain, et son fils de Paul Rouquet, qui est un fait libre aussi, qui écrit quelques poésies en occitan, et Jean-Baptiste a quelques années de moins que Léon Gambetta, et ils habitent dans la même rue du lycée. Et Rouquet, lui, va rester à Cahors, il va devenir peintre en voiture. Aujourd'hui, peintre en voiture, on dirait carrossier. Hein. C'est quelqu'un qui peint les carrosses, et pareil, donc il fait la jonction, il est membre de la Société des études du Lot, il fait la jonction entre le monde ouvrier et les classes bourgeoises qui fréquentent, et en particulier les professeurs du lycée qui fréquentent la Société des études du Lot.
Et il va avoir une production littéraire en occitan très importante. Il va être aussi un correspondant de Frédéric Mistral, Frédéric Mistral, qui dans ces années-là est en train d'écrire son grand dictionnaire encyclopédique qui va s'appeler Le Trésor du Félibrige, pour essayer, je vous ai parlé du bazar qu'il y avait où chacun écrivait l'occitan un petit peu à sa manière. Frédéric Mistral va écrire ce dictionnaire pour donner une norme orthographique à tous ceux qui veulent écrire en occitan. Et un des enjeux du Félibrige, justement, ça va être essayer de faire en sorte que tout le monde écrive plus ou moins de la même manière. Et donc, Rouquet va être un des correspondants de Frédéric Mistral et va essayer de rassembler autour de lui les écrivains de Languedoc, du département et de la région. Et en 1883, on va avoir à Cahors une réunion félibréenne. Il va y avoir une quarantaine de personnes qui vont y participer. Peu d'ouvriers, peu de paysages. On y retrouve des gens d'opinions diverses et variées. Parmi eux, quelqu'un que vous connaissez peut-être de nom, ou en tout cas vous connaissez les bâtiments dont il était propriétaire, c'était le vicomte Bernard d'Armagnac. Vicomte Bernard d'Armagnac, c'était un des hommes, sinon l'homme le plus riche de Cahors. Il était marié avec mademoiselle de Fraisinous, qui était la nièce de l'évêque Fraisinous, qui avait été précepteur des enfants du roi, donc pareil, la très haute noblesse avéronaise, la famille d'Armagnac qui possédait des maisons à Cahors, à Rabastens, un château à Coignac, le château de Coignac, donc c'est un petit-neveu du poète dont je vous parle qui est encore aujourd'hui propriétaire de ce château-là, un château à côté de Najac en Aveyron. Bref, cet homme-là est tout sauf républicain et tout sauf progressiste. Il a écrit 3 livres en français, Au couvent, le poème de la femme chrétienne, et quelques vers en langue d'oc et en langue d'oïl. Et en 1883, chronologiquement, c'est quelques années, 2 ans après la mort de Léon Gambetta. Léon Gambetta, qui bien évidemment, on est à Cahors, comptait pas mal de suiveurs. Un repas félibréen, c'est un banquet félibréen, c'est un peu un banquet sur le modèle de ce qui se faisait au XIXe siècle, des banquets républicains. Faire des banquets, c'est le meilleur moyen de se rassembler et de faire passer ses idées. Donc une réunion félibréenne, on y mange et on y boit. Et à la fin, on y récite des vers, on y chante des chansons. Et donc à la fin du repas, tout le monde a bien bu, bien mangé, un jeune avocat se lève, prend son verre et porte un toast à la mémoire de Léon Gambetta. Normal, on est à Cahors. Grosse colère du vicomte d'Armagnac qui dit non, ici on ne fait pas de politique. Forcément, le vicomte d'Armagnac, mon vicomte d'Armagnac, qui avait été candidat malheureux aux élections législatives précédentes et qui avait pris une immense veste pour le parti républicain. Donc, la réunion qui jusque-là s'était plutôt bien passée, échoue. Et la tentative de constitution d'une école félibréenne, une association félibréenne à Cahors échoue. Par contre, ce qui va perdurer, et je finirai là parce que il est déjà 4 heures, que je vous disais que j'étais bavard, ce n'était pas un mensonge, va perdurer à Cahors cet esprit et cet intérêt autour de la langue. Alors ça ne va pas se faire sous la forme d'associations purement félibréennes, mais toujours avec la bénédiction et avec l'ombre bienveillante de la Société des études du Lot, vont se constituer des cénacles et des associations littéraires. Et, on va y retrouver quelqu'un qui était très proche de Rouquet, dont vous connaissez le magasin, c'est Gervais Nicolai. Gervais Nicolai, pendant des années, a été adjoint au maire de Monzy, et il tenait le bazar qui se trouvait dans la rue Fénelon, aujourd'hui rue Clémenceau, qui aujourd'hui est occupée par la boutique SFR. Et ce Gervais Nicolai, donc, qui était un proche de Rouquet, il allait régulièrement voir Rouquet dans son atelier. Rouquet l'avait poussé à écrire quelques poésies aussi en occitan. Rouquet avait essayé à un moment de lancer une petite revue en français, mais qui n'avait pas marché. En 1904, il fonde une société littéraire
juste quelques mois après ou quelques semaines après la mort de Rouquet, qui est mort en 1904. Et ils vont organiser, ils vont d'abord publier une petite revue qui s'appelle la Revue Provinciale. Alors, la Revue Provinciale, vous risquez de la croiser sur des stands de nos vendeurs, mais c'est la Revue Provinciale, il y a plein de revues qui sont appelées comme ça, hein, qui a eu une vie assez courte, puisqu'il n'y a eu que 9 numéros. Par contre, ils vont organiser pendant une dizaine d'années des concours littéraires, là aussi, concours littéraire en français, concours littéraire en occitan. Donc on continue, même s'il n'y a pas d'association à Cahors ou dans le Lot, on continue à produire en occitan. Dans les années 20, une revue là aussi passionnante, si vous la trouvez, je vous invite à la feuilleter, c'est la revue d'Ivona. Là aussi, on retrouve les principaux écrivains occitans. On voit apparaître les premiers textes du troisième personnage, du troisième poète occitan dont je voulais vous parler cet après-midi, qui est Jules Cubaine. Jules Cubaine, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, puisqu'il est mort en 1976, il est né à la fin du 19e siècle à Saint-Hilaire, à côté de l'Albenque, et il a été prêtre à Gréaloux avant de finir sa carrière de prêtre. Sacerdotal, merci, je cherchais le mot, avant de finir sa carrière sacerdotale à Concosse. Et il va, là aussi, écrire beaucoup de choses. Il va écrire, là aussi, un très haut niveau d'exigence littéraire. Pareil, c'est la poésie qui est très formelle, qui est très classique, et à la fois dans ses sources d'inspiration, il se rattache directement à ce qu'a publié, Mistral et à la littérature félibrène, mais également c'est quelqu'un, prêtre qui est nourri de culture classique et de culture antique. C'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement bien le latin et le grec. Donc il va écrire, mais aussi il va traduire. Il va traduire Virgile, il va traduire des contes en français de Jean Calvé. Jean Calvé, qui va signer sous le nom de Jean Quercy et les contes de la vieille France, que peut-être vous connaissez ou peut-être vous avez dans vos bibliothèques, qui sont des merveilles de la littérature quercinoise en français, qui vont être donc traduits en occitan par Cubaine. Et Cubaine va collaborer à cette revue d'Ivona,